Voilà la crise anglophone au Cameroun qui prend donc une autre tournure alors que l'on n'était pas encore vraiment rentré dans le vif, en tout cas aller à la rencontre de ces personnes-là. Vous l'avez donc suivi, vous avez vu, ils s'organisent bien sûr, ils vivent dans les forêts du côté au Cameroun. Ils s'organisent en camps, on parle d'une vingtaine de camps qui enrôleraient donc plusieurs jeunes de ce côté-là. Ils sont armés, on l'a précisé, ils sont également financés par la diaspora du côté de l'étranger. Voilà, c'est ce qui leur permet également de survivre. Ils procèdent également à des fétiches. Ils se retournent vers des fétiches. Selon eux, ces fétiches-là les protégeraient donc contre les balles lorsqu'ils s'affrontent avec l'armée régulière du Cameroun. Voilà donc la thématique principale de cet après-midi. Vous le savez, vous nous rejoignez donc en direct pour participer, donner votre point de vue. Et justement, on va du côté du standard avec vous, Pasteur Soa. Bonsoir, bienvenue. Merci. Bonsoir Marina Siké. Bonsoir Afrique Média. Bonsoir. Je vais saluer encore le peuple camerounais qui est sous le choc. Je vais saluer le président de la République, Paul Biya, qui tient bon. Je pense que Dieu est avec lui. Comme le Cameroun est un pays béni de Dieu, Dieu est avec le peuple camerounais. Je vais revenir sur Amnesty International dénonce les violences en zone anglophone. Mais d'abord, Amnesty International, ils sont qui? D'abord, ils tiennent de leurs droits, les pouvoirs de qui? Et c'est sur quel droit, ils ont quel droit sur le Cameroun? Et pourquoi c'est eux? C'est qu'il y a un problème. C'est ce que je vais expliquer. Vous voyez, le matin, j'ai dit comme ça que est-ce qu'il y a des ONG et des ONG de droits de l'homme au Cameroun? S'ils existent, il faudrait qu'ils fassent un contre-attaque. Maintenant, s'ils n'existent pas, il faudrait que la population camerounaise et les intellectuels camerounais qui sont constitués à des droits de l'homme puissent réellement contre-attaquer également tout ce qui est en train, parce que ce sont des intoxications. Quand nous regardons cette situation, ça nous ramène toujours à la situation de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est comme ça, c'est pourquoi nous disons que la Côte d'Ivoire est cas d'école de tous les crimes qui se passent en ce moment en Afrique. Vous voyez, des personnes qui sont dans la diaspora, capitalement, et qui envoient l'argent pour financer une rébellion en zone anglophone. C'est comment le gouvernement puisse également mettre en place un système. Et comme autrefois, il y a un qui a appelé l'Occident qui a dit qu'il fallait également mettre un système en place pour ne pas que cet argent arrive. Est-ce que le Camerounais peut vraiment faire ça, les informaticiens, pour voir? Maintenant, et que le président, le gouvernement étant informé de ce qui se passe dans la zone gouvernementale, que les jeunes sont en train également de se rallier à ces sécessionnistes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'il faut déployer l'armée. Quand l'armée sera encore déployée, que l'armée va faire son travail, ces mêmes personnes qui viendront encore pour dire non, crier sur les toits. Oh, l'armée a fait ça, l'armée a fait ça. Cependant, quand les sécessionnistes tuent les militaires, les policiers, les gendarmes, personne n'en parle. Quand Boko Haram tue les militaires, personne n'en parle. Donc, les militaires réussissent également à sécuriser une situation, à sécuriser les biens et les hommes. On trouve que non, c'est les militaires, c'est les Camerounais qui ont un problème et c'est eux qui sont traînés devant les tribunaux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire exactement par rapport à cela? Donc, je pense que le problème peut être où ça est dans les mains du chef de l'État et son gouvernement. Et je pense que, puisque les gens sont en train d'en parler de dialogue, est-ce que le dialogue est important? Ou qu'est-ce qu'il faut faire avec le dirigeant John Fungi? Parce que c'est sa zone. Est-ce que c'est lui qui pistonne cette situation? Parce que ça a pris vraiment un allure international, parce que quand l'ambassadeur américain sort et demande le départ du président Paul Biya, qui choisissent un héritier, et demain ils vont parler de lui dans les journaux ou bien dans les livres d'histoire. Et après encore, il y a encore d'autres déclarations qui sont où le président Foudi demande à ce que la CPI vienne également prendre le président Paul Biya. Ça montre qu'il y a un complot international contre le Cameroun et le Cameroun doit se lever, que vraiment le Cameroun est en guerre. Il y a un qui l'a dit, le Cameroun est en guerre, c'est une guerre qui est livrée au Cameroun. Nous voulons maintenant le patriotisme, le nationalisme. Il faudrait que le Cameroun se réveille et qu'il sache que c'est vrai que tout le Cameroun n'est pas encore embrasé, mais ce qui est en train de se passer,
c'est un problème de guerre. Et il faudrait que les diplomaties soient mises en place. Il faudrait que les alliés sur le plan international, c'est que la Russie soit vraiment... tout ça, il faudrait que le Cameroun sache que vraiment le Cameroun est en guerre avec tout ce que nous venons de voir dans la zone gouvernementale. Donc, voilà ça. Et pour finir, j'ai fini sur la libération de Jean-Pierre Bemba. Et je vais poser également des préoccupations. Comment peut-on expliquer la sortie de Jean-Pierre Bemba si c'est une sortie politique? Maintenant que c'est une sortie politique, qu'est-ce que doit faire la RDC, c'est-à-dire son pays d'origine? Qu'est-ce que ce pays doit faire? Parce que lui, il sort comme ça, du coup, comme ça, un matin, on dit Jean-Pierre Bemba, tout annulé sur lui, il n'a rien fait, il est justifié, il sort. C'est une sortie politique. Maintenant, le gouvernement, c'est-à-dire de Kabila, c'est-à-dire le Congo fait quoi face à ce problème? Merci. Que Dieu bénisse le Cameroun. Merci. C'est nous qui vous remercions, Pasteur Soa. Merci beaucoup. Clin d'œil donc du côté à la République démocratique du Congo avec cette libération de Jean-Pierre Bemba. Merci en tout cas, Pasteur Soa. On reste au standard avec vous, Monsieur Mbok, depuis la ville de Douala, c'est au Cameroun. Bienvenue, Monsieur Mbok. Ok. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, Manuela. Bonsoir à tous les panélistes et tout le monde qui suit Afrique Média. Moi, c'est M. Mbok depuis la ville de Douala. Et ce matin, j'ai suivi à ligne rouge toujours le même sujet concernant le rapport de l'Amnesty International. Et je comptais me prononcer sur tout ce que je viens de voir comme les images que vous avez pu nous faire découvrir tout à l'heure. Parce que le matin, nous n'avons pas eu le temps de pouvoir voir tous ces... Oui. Et maintenant, lorsque je vois tout ceci, j'essaie de comprendre et je me dis que c'est pas la diaspora qui finance ces gens-là. Ces gens-là, avec tout ce que je vois et la position qu'ils ont, je me dis qu'ils ont un soutien des Occidentaux. C'est les Occidentaux qui sont en train de manipuler tout ceci. Parce que ceux qui ont pu arriver là pour faire ces images et pouvoir nous les diffuser comme ça, comme je vois, ce ne sont pas les enfants de cœur. Et moi, je suis tellement déçu parce que j'ai vu un monsieur qui parlait tout à l'heure que c'est parce qu'en pille, ils n'ont pas de route bitumée, ils n'ont pas. Moi, je suis vraiment déçu. Moi, je suis Bassa et je suis Camerounais, parce que je sache. Je suis né le 22 novembre 81. Et moi, depuis, j'ai fait mes études. Et moi-même, je souffre. Je souffre tellement parce que il n'y a pas d'occupation pour les jeunes. Malgré tout ce qu'on peut bien faire, il n'y a pas d'embauche. Je n'arrive pas à comprendre comment, lorsque tout le monde souffre dans un pays, les tierces personnes se permettent de dire que c'est chez eux seuls qu'on vit. Chez moi, il y a un barrage hydroélectrique à Son Loulou. C'est dans mon village, mais il n'y a pas de bitume là-bas. Il n'y a pas de bitume à Son Loulou. Vous entrez par Pouma. Vous continuez, le bitume s'arrête à Son Benguet. Et quand tu fonces dans mon village, il n'y a pas de bitume. Mais je crois qu'il y a un barrage hydroélectrique qui produit de l'énergie. Je ne sais pas comment les personnes peuvent être méchantes à dire que c'est eux seuls qui souffrent. Moi, je crois que c'est un problème qui concerne tout le monde. Ça concerne tous les Camerounais. Et parce que je vois, ce sont des personnes qui ont un soutien des Occidentaux, des Blancs, des gens qui ne nous aiment pas. Donc, moi, je comptais vraiment demander aux forces de l'ordre. Merci. Merci en tout cas à vous, Monsieur Mbok. On vous a perdu. De toutes les façons, je pense qu'on a quand même suivi l'essentiel de votre intervention. Merci beaucoup. Bien, Monsieur Mbok, qui pense en tout cas que ceux-là sont financés par les Occidentaux, peut-être à côté des Occidentaux aussi par cette diaspora. En tout cas, si on s'en tient au propos de ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les sécessionnistes, qui affirment qu'ils sont financés par une certaine diaspora
du côté, en tout cas à l'étranger. Voilà, donc on a également suivi comment est-ce qu'ils s'organisent. On parle de plusieurs camps qui sont donc créés dans les forêts camerounaises. Ces camps-là leur permettent également de se former. Ils se forment de ce côté-là. Vous avez vu, ils sont armés. On parle des armes d'origine nigériane. De toutes les façons, on aura certainement plus de détails au fur et à mesure que cette histoire voilà, progresse ou encore. On va rester au standard tout de même avec notre téléspectateur. Allô? Allô, allô. Oui, monsieur. J'ai besoin d'intervenir. Allez-y, monsieur, vous êtes en direct, allez-y. J'appelle depuis Saint-Lima. Depuis Saint-Lima. Oui, monsieur. Je voulais juste intervenir pour quelques points là. On vous écoute, on vous écoute. Bien. On a perdu le téléspectateur. On vous rappelle tout simplement, lorsque vous appelez, baissez le volume de votre téléviseur à la maison, baissez le volume de votre récepteur, ne vous réécoutez pas pour permettre à ce qu'on puisse très bien vous écouter. On parle donc de la crise dite anglophone du côté du Cameroun, bien sûr avec les nouvelles informations que nous venons d'avoir, comment est-ce que les sécessionnistes s'organisent, mais aussi et surtout avec ce nouveau rapport de l'ONG Transparency International. On reste au standard. Allô? Oui, monsieur. Allô, bonsoir. Oui. Bonsoir. Monsieur, vous êtes en direct. Bonsoir, bienvenue. Oui, moi je suis Donald Mathieu de Yaoundé. Oui, monsieur. Bienvenue, on vous écoute. Ok, donc je souhaitais donner mon avis par rapport à la situation qui nous préoccupe au nord-ouest et au sud-ouest. Oui. Amnesty International qui vient parler de droits de l'homme là. Quand les terroristes tuent des personnes, pourquoi on ne parle pas de droits de l'homme? Mais quand on essaie de repousser les personnes qui disent être des sécessionnistes vers d'autres, vers les frontières, et parler de droits de l'homme, qui viennent d'abord se placer au milieu des terroristes, comme ça qu'on va les tuer là, ils vont comprendre que les droits de l'homme n'existent pas sur les terroristes. D'accord. Nous sommes fatigués de ces gens qui essayent d'être plus convaincants et donner des perspectives qui vont avancer le Cameroun. Je pense que c'est ça qui sera le plus important. Merci, monsieur. Malheureusement, vous vous réécoutez. En tout cas, merci beaucoup d'avoir intervenu. Ne vous réécoutez pas à la maison. Participez tout simplement. Merci en tout cas. On reste au standard. Allô? Plutôt à tous les auditeurs d'Afrimédia. Franchement, sans toutefois être blanc, je vais être bref bien sûr. Je suis vraiment alarmé lorsque je vois la souffrance dans laquelle le président Paul Biya a plongé ses citoyens. Ça, c'est un abandon complet, une négligence, et il tourne son regard par rapport aux problèmes qui sont en train de subir la population camerounaise. Parce que tout ceci, c'est ce pauvre peuple qui en souffre, qui en subit les conséquences. Et vraiment, de ma part, pour moi, je pense qu'il est temps qu'il dit trop c'est trop, et que lui-même, il accepte de laisser ce pouvoir, de quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne le quitte. C'est-à-dire qu'il abandonne ses chaises de président avant les élections présidentielles. Vraiment, je dis merci à Afrimédia et je continue à vous suivre et j'apporte toujours comme ça. Et je continue toujours d'apporter ma contribution à ceci. Moi, c'est M. Chanel depuis Douala. Merci. Merci aussi à vous, M. Chanel. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Vous nous permettez également de poser cette autre interrogation bien aussi à vous qui nous regardez à la maison. Quelle solution de sortie de crise qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelles sont les décisions à prendre par les autorités camerounaises justement pour mettre un terme à cette situation? On reste au standard. Allô? Hello? Oui, monsieur. Yeah, thank you. Thank you to all the televiewers of thank you
all the technology of free media. Yes, you are online, sir. Okay, I just wanted to say that they are saying that they are tired. They are not yet tired because the problem is that they thought they could squash the secessionists in the globe, but now they are facing it difficult. If they want to continue fighting, they should continue fighting. We are living in the war zone. We know what is going on. You don't expect, you call Amnesty International and say, who are they? But that's how the U.S. brought a report. They say, who is the ambassador? When you want to go and beg for things, they go and beg for things, you know that they are important. But now that they are giving a report, they say they are not important. But the only thing that I can say is that the French people who are promoting violence, hate speech, they should know that what they are doing, they are encouraging the boys to fight. And we are there. They will fight the way I'm seeing to their last block. No matter how you kill them, it's only to talk to them. That's the only solution, I think. If you cannot talk to them, okay, continue burning houses, killing people, condemning all international reports, you will bring the solution. When the disaster will end here, I suspect they will turn to the French zone. At that time, you will know that it will be very difficult to handle them. So you better contain them here. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much. Alors, est-ce que vous pensez également, comme notre téléspectateur, hein, que voilà, il faudrait quand même aussi comprendre les origines de cette violence ou encore de cette radicalisation, ce qui expliquerait peut-être la situation aujourd'hui de ce côté-là. Lorsqu'on regarde ces images, on voit en tout cas que ces populations-là se radicalisent de plus en plus. C'est une situation qui s'aggrave hein, lorsqu'on voit que des camps sont tout de même créé. On voit cette population-là qui est très bien armée. On voit cette population-là qui est persuadée, en tout cas, on va le dire comme ça, cette population qui utilise des fétiches pour se protéger contre l'armée donc régulière. Voilà. Votre avis nous intéresse et bien sûr la question centrale, la question principale, c'est comment sortir de cette crise. On va prendre un autre téléspectateur ensuite, comme vous l'avez donc aperçu, Jean Waturaoumou, du côté de Yaoundé. Avec lui, on va également essayer d'analyser hein, la situation. Oui. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. J'appelle depuis Bafoussam. Bienvenue, monsieur, on vous écoute. Oui, moi c'est Edmond Sandio, depuis Bafoussam. Allez-y, monsieur Sanjo. Bon, pour trouver la solution par rapport au problème anglophone, je pense que le président Paul Biya doit laisser le pouvoir. Allez-y, monsieur Sanjo, expliquez-vous. Allez-y. Ok, voilà ma contribution. D'accord, merci beaucoup, monsieur Sanjo. Merci pour votre contribution. Quand j'étais au pouvoir, ça crée déjà un problème. Oui. Dès lors... Voilà, monsieur Sanjo, on va raccrocher, mais vous pouvez revenir, hein, juste le temps. Vous ne vous réécoutez pas à la maison. C'est pour ça que ça crée ces interférences. Ne vous réécoutez pas, baissez le volume de votre téléviseur à la maison avant de participer. Donc, le standard qui a calé un autre téléspectateur. Ensuite, on ira à Yaoundé. Vous allez me le permettre, le standard, tout de même. Allô? Bonjour, le réveil de l'Afrique. Bonjour, Afrique Média. Moi, c'est Don Akadan, depuis la Suisse. Voilà, j'aimerais intervenir sur le sujet d'aujourd'hui concernant l'ONG Amnesty International qui vient s'ingérer dans les affaires de famille parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'au Cameroun, nous sommes une famille. Alors, les problèmes de famille se règlent en famille. Comme on dit, le linge sale se lave en famille. Ils n'ont pas le droit de venir s'ingérer dans nos problèmes. Quand ils disent dans le reportage que face aux rebelles, l'armée camerounaise utilise les armes qui tirent 600 balles par minute. Oui. Mais on est face, l'armée est face aux ennemis. Ces gens sont camerounais, mais ils sont déjà considérés comme des ennemis. Alors quand on est face à un ennemi,
On utilise ce qu'on a pour éradiquer l'ennemi, pour éradiquer la menace, pour se mettre en sécurité. Même si l'armée utilise des bombes, l'ennemi n'a qu'à utiliser les moyens qu'ils ont. S'ils n'ont pas les moyens, les armes nécessaires pour faire la guerre, alors qu'ils se rangent, qu'ils marchent selon les règles fixées par le gouvernement. S'ils ont les armes de chasse, l'armée a des bombes, l'armée doit utiliser tout ce qu'elle a à sa disposition pour se mettre en sécurité et sécuriser le Cameroun. Voilà. Et j'aimerais aussi intervenir par rapport à la polémique qui fait écho ces temps-ci concernant le président de la République. Soit disant il est âgé, sa longévité au pouvoir et tout. Moi, j'aimerais dire que l'Afrique doit rentrer dans sa vie qu'elle avait avant que le colon ne mette pied là-bas. Avant que le colon ne mette pied en Afrique, on était constitué sous forme de royaume. Alors il y avait un roi à la tête de chaque royaume. Il n'y avait pas de problème de changement, de démocratie, de ci, ça. On fonctionnait très bien. Le roi gouvernait jusqu'à la mort, ou alors jusqu'à ce qu'il soit à bout de force. Et puis, on savait, lui, le roi, il désignait son successeur. Voilà comment on fonctionnait avant que le colon arrive en Afrique. Les Européens n'ont pas à nous dicter, à nous dire ce qu'on fait. On doit arrêter cette histoire de démocratie, mais si ça ne dépend que de moi, on doit rentrer dans le système de royauté. Le président est un roi. Il gouverne jusqu'à la mort, il nomme son successeur, ainsi de suite. Voilà, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, monsieur. Merci beaucoup. On va d'abord laisser le standard pour un moment, aller recevoir notre invité du côté de Yaoundé, Jean-Arthur Aoumou. Bonsoir. Madame Manuela, bonsoir aux téléspectatrices, aux téléspectateurs qui nous suivent. Voilà. Alors Jean-Arthur Aoumou, on va planter le décor avec vous. Vous savez le thème principal, même si après on va également rentrer un peu plus en profondeur, en tout cas en ce qui concerne l'organisation. Comment est-ce que ces groupes sécessionnistes-là s'organisent à travers le reportage que nous avons diffusé tout à l'heure. On va d'abord s'intéresser à ce rapport de l'ONG Amnesty International, rapport donc qui concerne la crise dite anglophone. Alors Linda Sibafo est revenue bien sûr sur les lignes, entre les lignes, les phrases, en tout cas les accusations de cette ONG. On va revenir après cet élément pour le commentaire. Par Amnesty International dans un rapport au sujet de la crise dite anglophone au Cameroun. Il est urgent que cette violence cesse. C'est un SOS lancé le 12 juin dernier par Amnesty International dans un rapport au sujet de la crise dite anglophone au Cameroun. C'est la toute première fois depuis la rédaction des 5 rapports précédant celui-ci que l'organisation s'en prend aux sécessionnistes. Selon Samira Daou, directrice adjointe du bureau régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, la population est prise au piège d'une violence dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Pour mémoire, la violence et les troubles ont commencé en 2016 à la suite d'une série de grèves et revendications des enseignants, avocats et étudiants. Ceux-ci manifestaient contre des supposées discriminations à l'égard des anglophones. Entre le 22 septembre et le 1er octobre 2017, des manifestations de grande ampleur ont été organisées dans les régions anglophones afin de proclamer symboliquement l'indépendance d'un nouvel État appelé Ambazonie. Dans ce nouveau rapport intitulé « Une tournure tragique, violence et atteinte aux droits humains dans les régions anglophones du Cameroun », l'organisation montre au regard d'images satellites et de photographies
que la population est coincée entre deux feux, attisés par l'armée camerounaise d'un côté et de l'autre, les sécessionnistes terroristes. Dans ce document, les forces de sécurité sont accusées d'avoir tué aveuglement, arrêté et torturé des personnes lors des opérations qui ont fait des milliers de déplacés. Les séparatistes, eux, se voient attribuer la responsabilité de l'attaque d'au moins 42 écoles et les meurtres de 44 membres des forces de sécurité entre février 2017 et mai 2018. Ces enquêtes viennent renforcer le problème de l'existence de cette république imaginaire et du soutien de ses partisans, alors qu'est dénoncé des actes de violence sur les citoyens camerounais. Voilà, merci à Linda Sibafo pour cet élément. Jean-Arthur Aoumou, on a donc suivi, c'est donc le nouveau rapport de l'ONG Amnesty International sur la situation en zone anglophone au Cameroun. Il faut le dire, selon l'ONG, les deux camps, dont l'armée et les séparatistes, sont responsables de violences et d'exactions. Le test dénonce des exactions de l'armée régulière, mais aussi des séparatistes qui auraient donc tué 48 membres des forces de sécurité depuis 2016 et qui menacent au quotidien la population. Jean-Arthur Aoumou, votre avis sur ce rapport? D'abord, il n'y a pas de zone anglophone et de zone francophone au Cameroun. Ça, c'est une marque déjà de parti pris d'Amnesty International en parlant de zone anglophone. Il n'en existe pas. Il existe des régions au Cameroun et il y a des violences séparatistes ou sécessionnistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Première nuance. Deuxième, ce n'est pas vrai que les violences ont démarré en 2016 lors des manifestations pacifiques. Ce n'est pas vrai. Il y a eu des répressions arbitraires, des manifestations pacifiques. Et là, il y a eu condamnation unanime de l'opinion camerounaise là-dessus. Parce qu'on était en train de violer une des lois, en train de violer un des articles, un des principes de la loi de décembre 1990 sur les libertés publiques. Donc à ce niveau, il n'y avait pas encore de violence. Sauf seulement violence au sens où les forces de défense de sécurité tirent, tuent, comme on est en train de le dire. Deuxième chose. Troisième chose, non, en 2017, il n'y a pas eu une manifestation pacifique des sécessionnistes proclamant leur état d'Ambazonie. Ce n'est pas vrai. Cette proclamation de leur état-là est arrivée après des violences faites pendant des villes mortes qu'ils organisaient eux-mêmes. Et les violences étaient à l'encontre des populations du nord-ouest et du sud-ouest qui osaient ne pas suivre leur mot d'ordre de ville morte. Et des écoles et des édifices publics étaient incendiés par ces séparatistes-là. Et lorsqu'ils ont donc proclamé leur état, effectivement, c'était sous la terreur faite par les sécessionnistes et non pas les forces de défense et de sécurité. C'est déjà ça, la troisième chose qu'on peut dire de ce rapport. Que les populations du Cameroun, soit du nord, soit du sud-ouest, soient prises entre deux feux. Et là, on voit donc la mauvaise foi et le parti pris, une fois de plus, d'Amnesty International. Ce qui voudrait dire que pour Amnesty International, il y a une égalité entre les forces de défense et de sécurité du Cameroun et les sécessionnistes. Cette équation-là est archi fausse. Parce que les forces de défense et de sécurité sont là pour assurer la protection des biens et des populations du nord-ouest et du sud-ouest et pour préserver l'intégrité territoriale. Par contre, les sécessionnistes exercent leur violence pour rendre effectif leur état d'Ambazonie. On ne peut pas dire que les deux jouent le même rôle. Il se trouve donc que les populations du nord-ouest et du sud-ouest qui ne coopèrent pas avec les sécessionnistes sont brutalisées, tuées, enlevées par ces sécessionnistes. C'est ce qu'Amnesty International ne veut pas dire là, de façon claire. Or,
les actions, les représailles que les forces de défense de sécurité exercent, c'est à l'endroit des sécessionnistes qui ont été repérés comme tels dans tel quartier ou dans telle localité ou dans tel coin de brousse du nord-ouest ou du sud-ouest. Voilà les faits. Et comme donc, il y a des balles qui sifflent de tous les côtés, c'est normal que la population qui n'est pas impliquée dans un camp, par exemple des sécessionnistes, ou qui n'est pas membre des forces de défense de sécurité, puisse se retirer du champ de bataille. Et donc, c'est pour ça qu'on a des déplacés dans les régions du nord, de l'ouest et du littoral, et même du centre, et on a des réfugiés qui se retrouvent au niveau du Nigeria. Donc, on ne peut pas dire que la population est prise entre deux feux et on met un point. Ça, c'est la mauvaise foi d'Amnesty International et son parti pris. En outre, il est dit que les forces de défense de sécurité brillent par des meurtres et des arrestations arbitraires. Qui est dans son rôle légal et légitime? Est-ce que les forces de défense de sécurité ne doivent pas neutraliser les terroristes sécessionnistes? Si donc Amnesty International répond par la négative, ok. Alors, est-ce qu'Amnesty International a mis au même pied d'égalité les forces de défense et les forces spéciales françaises qui, elles, exécutaient et tuaient les Basques, qui eux aussi voulaient se détacher de la France? On n'a pas vu des communiqués ou des pamphlets d'Amnesty International mettant au même pied d'égalité les séparatistes basques avec les forces de défense de sécurité françaises ou les séparatistes corses avec les forces de défense de sécurité françaises. Mais pourtant, aussi on est dans le même cas. Parce qu'effectivement, Amnesty International estimait que les forces de défense de sécurité françaises étaient dans leur rôle légitime. Mais comme c'est le Cameroun et au pays des nègres, non. On change de logiciel, ce n'est plus du tout de cela. Enfin donc, c'est ce que j'appelle de la mauvaise foi. Et elle nous dit les sécessionnistes n'ont tué que 48 forces de défense de sécurité. Ok, mais prenons même ces bilans. Lorsque ces sécessionnistes les tuaient, Amnesty International a-t-il sorti un communiqué dénonçant cela? Pas du tout. Et quand maintenant elle fait donc l'inventoire, elle dit 48. Je suppose que Amnesty International était sur le terrain et comptait le nombre de morts au niveau du camp camerounais. Ce qui n'est pas le cas. Donc, à des chiffres d'un camp, c'est-à-dire des sécessionnistes. Parce que ce sont les sécessionnistes en plus qui lui disent que l'armée camerounaise a des armes qui tirent 600 balles par minute. Parce que l'Amnesty International n'était pas là pour voir comment les forces de défense de sécurité sont en train d'utiliser leurs armes et de chronométrer cela. Mais Amnesty International ne nous dit pas d'où viennent les armes des sécessionnistes. Elle ne nous dit pas qui les approvisionne en armes, en argent et qui assure leur relais au niveau des couloirs de l'ONU et de quelques chancelleries. Amnesty International ne nous dit pas cela. C'est pour ça que je conclue en vous disant, Madame Manula, qu'il y a de la mauvaise foi qui masque mal le parti pris, ou mieux qui était le parti pris d'Amnesty International vis-à-vis de ce conflit, en prenant fait et cause pour les sécessionnistes. Et on voit très bien que ce mouvement sécessionniste a bel et bien ses sources et son impulsion et ce développement des officines impérialistes contre le Cameroun. Merci à vous, Jean Ouattara Aoum. On va revenir vers vous un peu dans quelques minutes seulement, le temps de permettre une fois de plus à nos téléspectateurs de participer. On va donc du côté du standard. Allô? Allô? Bonsoir Afrique Média, bonsoir le monde, bonsoir l'Afrique. Alors, je voudrais apporter mon opinion, tout en m'adressant surtout à ceux-là selon qui la résolution de la crise actuelle passe par le départ de Paul Biya. Aucun de nous n'ignore cependant que le départ de Paul Biya c'était l'objectif de cette crise. Il est clair qu'il y avait des problèmes au départ, nous en sommes conscients. Des problèmes que le gouvernement a tardé à résoudre, nous en sommes tous conscients. Mais nous devons également admettre le fait que ce n'est pas Paul Biya qui a invité l'ennemi à la table. Ce n'est pas Paul Biya qui a ouvert la porte aux serpents.
Quand vous invitez le serpent dans votre chambre, alors c'est que vous-même, vous ne voulez pas dormir. C'est pas à cause de Paul Biya que tout ça se passe. Tout ça a commencé par la déclaration de guerre vis-à-vis de l'armée nationale. Et l'armée, dans son droit, dans son devoir, a dû riposter. Alors, certes, Paul Biya a sa part, mais qu'on sache qu'on ne peut pas être en guerre si on n'a pas une part de responsabilité dans cette guerre-là. Chacun a son rôle à jouer, que chacun admette quelle est sa participation, quelle a été sa contribution, qu'elle soit positive ou négative. Pour ce qui est des actions de l'armée, il est tout à fait clair que l'armée a pour devoir de maintenir l'intégrité territoriale du pays. Nul ne sait ce qui se passera si jamais un centime de territoire est perdu. Qu'est-ce qu'ils vont installer là-bas? Qu'est-ce qu'ils vont développer comme théorie, thèse et antithèse pour pouvoir contrôler ce territoire et amener ceux-là qui sont déjà derrière et qui n'attendent que cette opportunité-là pour venir tout gâter? Alors, il faut qu'on s'entende bien. Le Cameroun appartient aux Camerounais. Ce n'est ni à Amnesty International, ni aux Américains, ni aux Français, ni à quoi que ce soit. Ce n'est à personne d'autre de nous dire qui sera le président, ou par quelle méthode élire un président, quelle méthode fait partie un président. Nous savons tous que ce que nous avons à faire, c'est d'aller aux urnes, voter pour le président de notre choix. D'accord. Ça, c'est tout. Merci beaucoup, monsieur. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, monsieur. Merci. Très bonne soirée à vous. On va à Yaoundé avec vous, Jules. Bonsoir. Bonsoir. Ce que je voulais dire, oui, je pense pour ma part qu'il faut que les Camerounais mettent en tête que ce qui peut s'installer une très longue durée. Parce que les Nigériens et les Marocains ont déjà les top lines. Je pense qu'on a perdu Jules, malheureusement. De toutes les façons, Jules, on a encore quelques minutes devant nous, donc vous pourrez revenir. On va prendre notre téléspectateur. Allô? Vraiment, c'est honteux. Hein? C'est honteux pour ces jeunes Camerounais. Hein? C'est des traîtres. Ils trahissent le Cameroun. Ils trahissent la nation. Le Cameroun, c'est pour nous. Ce Cameroun nous appartient. Hein? C'est des traîtres, ces ambazoniens-là. C'est des traîtres. Moi, je considère qu'ils ne sont pas des Camerounais. Moi, je ne les considère pas comme des Camerounais. Je ne les considère pas comme des Camerounais. Il est inadmissible de voir des jeunes prendre des armes pour tuer qui? Pour tuer les soldats, pour tuer les soldats du BIR, les policiers, les gendarmes, qui sont, on les voit à l'extrême nord, à l'est, pour combattre le Boko Haram. Pour combattre les rebelles qui sortent de la Centrafrique. Mais ils le font pourquoi? Est-ce qu'ils le font pour eux? Mais il faut pour le Cameroun. C'est pour sécuriser tout le Cameroun. Alors quand on voit certains jeunes Camerounais entrer dans le maquis prendre des armes pour venir tuer des Camerounais, c'est des traîtres. C'est des traîtres. C'est décevant pour ces gens-là. Mais qu'ils sachent que le Cameroun, ce n'est pas le Nigeria. Le Cameroun, ce n'est pas la Centrafrique. Le Cameroun, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Aucun pays au monde pourrait déstabiliser le Cameroun. Qu'ils le sachent. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils sont en train de faire, ces armées qui prennent, c'est que ça qui n'iront nulle part. Ils ne pourront jamais déstabiliser le Cameroun. Et que nous-mêmes, qu'ils sachent qu'il y a aussi d'autres jeunes qui sont prêts qui peuvent aussi prendre des armes pour contrer ce qu'ils font là-bas. Donc qu'ils se méfient. Qu'ils se méfient vraiment. Et c'est ça qu'il y a d'autres jeunes qui les regardent. C'est ça qu'il y a d'autres jeunes Camerounais qui suivent ce qui se passe à la lettre. Vraiment, je suis vraiment fâché. Je suis vraiment fâché et déçu. Vraiment, je suis vraiment déçu. Voilà. Merci, monsieur. Merci. Très bonne soirée à vous. On prend un autre téléspectateur. Allô? Allô, bonsoir. Franchement, je suis déçu. Je vois mes frères camerounais prendre les armes
pour détruire notre pays. Le Cameroun nous appartient à tous. Ce n'est pas un Cameroun pour les anglophones et les francophones, mais c'est un Cameroun pour tout le monde. Donc, il est hors de question de voir certains frères camerounais, des jeunes, encore plus des jeunes, porter des armes pour tuer les Camerounais, pour tuer nos frères soldats. Hein? Tuer nos frères soldats. Ce sont ces mêmes gens, ce sont nos mêmes frères qui combattent le Boko Haram à l'extrême nord Cameroun. Et ce sont nos mêmes frères qui sécurisent le Cameroun du côté de l'Est. Alors, quand je vois des jeunes Camerounais prendre des armes, vraiment, je suis dessus. Je suis vraiment dessus pour les anglophones. C'est décevant, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher monsieur.